que bienvenue à notre autre séance officielle de 420 B35 Aero. Donc aujourd'hui, on va aller regarder comment est-ce qu'on peut construire des applications web. Donc on a vu, vous avez vu le principe de page web, le principe de site web, c'est les principes de balises HTML, des choses comme ça. Puis la semaine passée, on a vu le principe de JavaScript qui nous permettait d'activer du code à l'intérieur d'une page web. Si on mélange ces deux belles affaires-là ensemble, on va être capable d'avoir des sites web qui sont modifiés par du code en JavaScript. Fait que pour être capable de comprendre comment ça fonctionne, avec chacune des pages web, on va avoir ce qu'on appelle le DOM. Fait que juste pour être certain, parce que ça dépend des fois de comment est-ce que votre cours d'application Hypermedia 1 s'est passé, si je vous parle du DOM, est-ce que ça vous dit quelque chose? Uh-huh. Exact. Donc, on a le principe que, bon, on a la page qui existe, puis à l'intérieur, on a une hiérarchie à l'intérieur des balises. Donc, quand on a le code de la page, le principe, c'est que c'est un arbre qui commence avec une balise principale, puis à l'intérieur de la balise principale HTML, on a une autre balise qui a, elle, à son tour, une autre balise, qui a, elle, à son tour, une autre balise. Fait que ça fait en sorte qu'on a une structure hiérarchique d'un arbre qui contient chacun des éléments. OK? Fait que le principe du DOM, c'est fait que si on garde chacune des lettres puis qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ces lettres-là existent, le DOM, c'est le document, premièrement. Fait que le principe, c'est que ça représente, ça parle du document, ça parle de la page. Fait que document, ça c'est la page, ok, c'est ça qu'on dit qui est le document. Puis après ça, on a le le Object Model. Fait que ça, ce que ça représente, c'est un modèle. Donc, quand on parle d'un modèle, on parle d'une représentation, on parle d'une manière d'interfacer avec. Vous avez fait des cours de modélisation, là, de faire des boîtes puis des flèches, puis c'était pas la réalité, c'était un modèle qui représentait la réalité, qui représentait ce que je voulais avoir. Fait que c'est un modèle qui utilise les objets de JavaScript. Donc, le principe du DOM, c'est d'être capable d'avoir une représentation du document, un modèle du document, en tant qu'objet pour que, avec le JavaScript, je puisse aller travailler avec cette représentation-là, puis commencer à faire des choses intéressantes, guillemets. Fait que si on regarde, à chaque fois qu'on a une page web, tous les éléments de la page web, OK, en fait de la page en HTML habituellement, va être représenté dans cette hiérarchie-là. Là, ici, on a une hiérarchie qui est graphique. Le principe, c'est que moi, je ne peux pas écrire du code qui va directement travailler avec ça. Mais on va avoir derrière une hiérarchie puis une structure d'objets qui va avoir des liens vers chacun de ces éléments-là. Fait que tout part du principe du document. Okay? Puis dans le document, il y a ce qu'on appelle le document element qui représente la balise HTML. Puis là, on a un body. Puis dans le body, il y a d'autres. Puis ici, c'est l'arbre qui est en structure de données d'objets. Fait que le principe, c'est que je peux aller chercher ces informations-là à l'intérieur du JavaScript. OK? Donc, si, admettons, on va commencer à aller chercher des informations intéressantes, fait que j'ai ici du HTML. À l'intérieur du HTML, j'ai un body. À l'intérieur du body, j'ai différents divs. OK? Puis là, je vais demander, donne-moi chacun de ces balises-là, en fait. Là. Fait qu'il va voir, si on y va, ça me donne, j'ai
texte, HTML, uListElement, un autre partie de texte, un autre div, puis là après ça, il y a une autre partie de texte parce qu'il compte les lignes vides. Parce qu'il est le fun. Fait qu'on a ici différents éléments, ok, qui représentent chacun des, en fait, si on le regarde en ordre, là, en premier, on a un objet texte. Parce qu'à l'intérieur du body, la première balise qu'on a, c'est entre le body puis le début du div. Après ça, on a le div. Après ça, on a une autre partie de texte qui est le texte avant le UL. Parce que les sauts de ligne sont dans le modèle. OK? Après ça, on a un UL element. Après ça, on a une autre partie de texte. On voit qu'on n'a pas le LI non plus. Hein? Parce que c'est en hiérarchie. Fait que quand je regarde à l'intérieur du body, le niveau hiérarchique est juste à ce niveau-là. On a un autre div. On a un autre texte. Puis après ça, on a une balise de script. Puis après ça, il n'y a plus rien parce qu'il a exécuté le code à ce moment-là. Fait qu'on a accès à différents éléments, hein, puis on peut parcourir la page. Puis une fois qu'on a le contenu de la page, on peut commencer à aller faire des modifications. Fait que ici, un exemple, on a une table en HTML, on a le script, puis là, le principe, c'est que je veux aller chercher un élément. Hein, donc ici, j'ai une partie de script, une partie qui s'exécute en JavaScript. Puis, de cet élément-là, je peux aller chercher des propriétés, incluant son texte à l'intérieur, incluant sa couleur de background, incluant n'importe quoi là. Puis, venir changer de l'information. Donc, avec mon script, je peux modifier le contenu de la page. On est aussi capable, avec les identifications de div, d'être capable d'aller chercher plus facilement les différents éléments. Okay? Il y a plein de choses qu'on est capable de faire. Puis, on est aussi capable de travailler avec des événements, okay? Avec le DOM. Donc, on est capable de mettre ce qu'on appelle des listeners, puis d'être capable d'attraper un clic ou des choses comme ça. Est-ce que d'attraper les événements, ça c'est quelque chose qui vous dit aussi des choses en JavaScript, là? Fait que, ouais, okay. Dans l'input, on a le onClick, OK. On a après ça une partie de JavaScript en chaîne de caractères qui va être exécutée. Fait que on a ces principes-là. On est capable d'avoir des choses dynamiques dans la page, on est capable d'avoir plein d'éléments. Puis, une fois qu'on a ce principe-là de document, on peut même modifier le document. OK? Donc, le principe, c'est qu'on est capable de venir insérer dans le document des balises, des éléments. On peut en enlever aussi. Tout ça avec du JavaScript. Fait que le monde a commencé à faire des applications qui étaient interactives avec toutes ces possibilités-là. Mais la problématique, c'est que les outils qui sont fournis juste par le DOM sont quand même assez difficiles à manier de manière experte, puis sont très limitants pour le concept d'une application web. Okay? Donc, le principe d'avoir, admettons, genre tout le temps un menu ici ou des menus déroulants qui sait où c'est quitté ou de trouver comme une carte pour être capable d'avoir un pop-up par-dessus. Donc, plein de choses de même, là. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles à faire purement en JavaScript. Fait que qu'est-ce que la communauté a décidé de faire? C'est de s'arrêter puis de construire des outils qui nous permettaient de plus facilement construire des pages web plus interactives qui allaient devenir des applications web. Que ce ne soit pas juste des blocs de texte qui sont reliés ensemble, mais bien une application avec de l'état, okay, un cycle de vie, d'avoir des connaissances extérieures, des événements dynamiques à l'intérieur de la page. Donc ça a été comme le but pendant longtemps. Okay, le web 2.0, c'était ça l'idée, d'avoir du web interactif.
web social. Donc, il a fallu développer des technologies qui nous permettaient de créer plus rapidement et plus convivialement des applications complexes. Il y a eu plusieurs librairies qui ont été créées pour être capables de faire des interfaces utilisateurs. Okay? Puis aujourd'hui, la plus populaire, c'est React.js, okay? Qui a été créé par nul autre que Meta, okay? Dans le temps Facebook, pour gérer les interfaces de Facebook et d'Instagram. Donc, ça fait partie des applications web les plus complexes. Donc, il a fallu qu'ils créent quelque chose qui était extrêmement convivial, extrêmement flexible, extrêmement puissant. Puis, ils se sont rendus compte que cette technologie-là allait aider l'Internet au complet. Fait qu'ils ont fait en sorte que la librairie pour faire la construction d'interfaces était libre et disponible pour tous. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que React puis les autres librairies du genre, c'est des librairies en JavaScript. Donc, le but ici, c'est d'utiliser majoritairement du JavaScript pour être capable de construire des applications de manière comme séquentielle, puis de manière interactive à la base. Fait qu'on va aller voir aujourd'hui les grandes lignes de qu'est-ce que ça veut dire React. On va aller faire un tutoriel qui va nous permettre de voir comment est-ce que ça fonctionne puis qu'est-ce que c'est capable de faire sans nécessairement aller dans la minutie de chacun des éléments. Puis, dans les semaines subséquentes, là, on va s'attarder sur comment construire ça, comment on va voir ça localement, comment débugger ça, comment faire tous ces différents éléments-là de manière professionnelle. Fait qu'on a le principe du site web, il vient tout juste d'être fait ce mois-ci. Il était en bêta pendant plusieurs années, fait que je suis bien content d'avoir la nouvelle version pour vous. Fait qu'on va être capable d'avoir le NEC plus ultra de documentation. Fait que la première chose qu'on va se demander, c'est qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte de travailler avec React, parce qu'on a la possibilité d'utiliser le document, puis d'aller travailler directement dans le DOM. La première chose, c'est React, ce que ça apporte, c'est ce qu'on appelle un DOM virtuel. Fait qu'une des problématiques d'aller directement travailler dans le DOM, c'est que quand j'ai besoin de faire plusieurs mises à jour en même temps ou plusieurs endroits qui sont interactifs, le code est comme pas bien fait pour gérer ça directement, là. Parce que ça va prendre du temps mettre à jour une partie, puis là, il y a un autre code qui voudrait rouler, puis là, il y a un autre code, puis là, en fin de compte, tout le site devient quand même assez lent parce qu'il y a une partie qui est mise à jour, là, ça rafraîchit la page, il y a une partie qui est mise à jour, ça rafraîchit la page, il y a une partie qui est mise à jour, ça rafraîchit la page. Puis le principe, c'est que c'est pas la manière la plus efficace de faire. On a les librairies comme React nous donnent ce qu'on appelle un DOM virtuel. Fait qu'on va être capable de travailler comme si c'était dans le DOM, mais c'est pas le vrai DOM. Ça veut dire que nous, on va dire, moi, je veux faire tel changement. Puis là, la librairie, elle, va être capable de dire, OK, ben moi, je vais prendre tout ça. OK, même si tu m'as dit qu'il y avait ce changement-là, puis ce changement-là, puis ce changement-là à comme 3 microsecondes d'intervalle, moi, je vais considérer ça comme un changement, puis être capable de le faire d'un coup, comme ça, la rapidité puis l'efficacité du site va rester. Fait qu'il y a des choses, premièrement, dans le background qui permettent d'être plus efficaces, mais il y a aussi beaucoup de choses dans la création de l'application web elle-même qui vont être vraiment intéressantes. Fait que, premièrement, le principe fondamental de React, c'est d'être capable de déconstruire une application pour être capable d'avoir des pièces réutilisables que je peux réutiliser à différents endroits dans l'application. Donc, ces pièces-là s'appellent des composantes ou des components en anglais. Et quand on va vouloir construire une application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire chacun des components ensemble. Puis, on va en faire comme si c'était une fonction. Là. Fait qu'on voit ici, c'est une fonction qui s'appelle, puis il y a des choses qui se passent, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais on peut voir ici, puis là, on a du stock intéressant. C'est comme si on avait du HTML à l'intérieur de notre JavaScript. Là. On va aller voir avec
plus tard qu'est-ce que ça l'implique. Là. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le div. Dans le div, on a une partie qui est le thumbnail. On a une partie qui est le lien. On a une partie qui est la vidéo. On a une partie qui est le like button. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ceux-là ici, là, c'est pas des balises HTML normales. Là. Hein? Tu sais, le href, le h3, le p, ça, c'est des balises normales. Mais le thumbnail puis le like button, c'est d'autres components que moi, j'aurais créés. Pour dire que ben, je veux que ça soit une fenêtre vidéo, que je peux peser sur play. Le like button, je veux que ça soit quelque chose de spécifique. Donc, on a des éléments que je veux pouvoir rapatrier parce que si dans cette affaire-là, quelque part d'autre, je voudrais mon petit thumbnail de vidéo, je vais pouvoir juste réutiliser ce component-là de manière facile et conviviale. Non seulement, premièrement, la première partie, on décompose notre site en parties réutilisables, ce qui est déjà là un grand atout. Deuxième élément vraiment intéressant avec le principe de components, c'est qu'il va pouvoir avoir de la détection d'état, de la détection dynamique qui va gérer qu'est-ce que je veux avoir dans mon affichage. Donc, ici, le principe, c'est que j'ai... Je ne sais pas si je vais pouvoir le voir facilement. Je peux changer moi-même? Ou... Ok, pas ici. Mais si on regarde ici, bon, si je regarde un peu qu'est-ce qui se passe, bon, j'ai encore le principe de section, ok, j'ai ça ici. Mais là, ici, ce que je peux voir, c'est que dans le H2, ce texte-là, c'est pas le même que là. Fait que le principe ici, c'est que le texte qui est à l'intérieur, c'est fait générer automatiquement par rapport à qu'est-ce que je voulais afficher. Fait que le principe ici, c'est qu'on a reçu une liste de 3 vidéos. Puis, j'ai pu compter le nombre de vidéos. Puis, utiliser cette information-là pour décider, voici comment je vais écrire l'information. OK? Puis, le principe, c'est que ça va être le nombre, espace, puis le nom. Puis là, le principe, c'est que là, en ce moment, c'est marqué videos avec un S. Mais là, ici, on a une conditionnelle. Donc, on voit ici la de if ternière qu'on avait vu la semaine passée avec le point d'interrogation qui me permet de dire, ben là, s'il y en a plus que 1, ça va être videos avec un S. Puis s'il n'y en a pas plus que 1, ça va être vidéo, pas de S. Donc, la construction de l'interface se fait dépendamment de l'information disponible. Puis si ça change, ça va automatiquement être mis à jour. Deuxième chose qui est intéressant à remarquer, on a ici la liste des vidéos là, qui est juste une batch. Un seul vidéo qui en fait afficher 3. Ici, il y a un principe de répéter des éléments déjà présents par rapport à leurs informations. Fait que ici, ce qu'on a là, comme. Fait qu'on a une partie, si on regarde cette fonction-là, on a une partie qui est en JavaScript. Puis là, dans le return, on a quelque chose qui n'est pas du JavaScript. Il ressemble à du HTML. Fait que cet élément-là, c'est un élément spécial qui s'appelle du JSX. On va en rejaser. Qui va me permettre de faire semblant d'écrire du HTML pour me faciliter d'avoir juste une source de vérité, une source de code pour mon application. Fait que le principe, c'est que quand on fait une application en React, on ne fera pas de HTML. On va juste faire du JavaScript puis du JSX à l'intérieur de fichiers JavaScript. C'est ça qui va réussir à nous construire nos différentes applications. Autre chose que React fait extrêmement bien, ça va être le principe d'avoir de l'interactivité. Donc, on va être capable d'avoir ce qu'on appelle de l'état
qui va être sauvegardé à l'intérieur de notre application durant la vie de notre application. Donc, pendant que je suis sur le site, je vais pouvoir décider de sauvegarder des informations de manière temporaire, de manière éphémère. Ici, on peut voir qu'on a une liste de vidéos, mais en haut de la liste, j'ai une barre de recherche. OK? Fait que si à l'intérieur, je marque React, on peut voir que le nombre de vidéos a changé par rapport au nombre de vidéos disponibles. Okay? Parce que Rethinking Best Practices de Pete Hunt, il n'y a pas le mot React dedans. Fait que si je cherche React, je peux voir que la liste se met à jour de manière instantanée. Dès que je tape quelque chose, la liste est mise à jour. Puis, ça a juste les éléments que moi, j'ai recherchés. Le principe, c'est que cette affaire-là, toute cette affaire-là, c'est juste ce code-là. Là. Bon, il y a un petit peu de CSS derrière, là. Mais si on regarde, on a le Search Video List, on a le Video List. Hein? Le Video List, c'est quoi? C'est en fait le component qu'on a vu un petit peu plus haut. C'est lui le Video List. C'est cette partie-là qui a été insérée ici. Puis là, au-dessus de cette partie-là, je viens mettre une boîte de recherche. Puis là, je dis quand je tape des choses là-dedans, ça va filtrer l'information. C'est seulement les informations filtrées qui sont envoyées dans la liste pour l'affichage. Fait que on est vraiment capable d'avoir des éléments qui sont dynamiques à l'intérieur d'une page web avec React. Non seulement ça, mais React est fait pour être l'interface utilisateur. Okay? Mais c'est possible aussi d'utiliser d'autres librairies qui vont venir bâtir par-dessus React, qu'on va voir à l'intérieur du cours, là, comme Next.js ou Remix, qui me permettent de créer des sites web complets avec le back-end en même temps qui utilisent React automatiquement sur le front-end. Donc, on a différentes librairies qui me permettent de faire ça. Ou à partir de là, on a une liste qui est directement qui a directement été cherchée. Puis là, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on clique sur la liste, pendant que ça load, on voit ici la petite animation là, où c'est que sont à moitié en gris. Là. Comment ça fait pour faire ça? Hein? Ben, le principe, c'est qu'il est en train d'aller chercher l'information. Pendant qu'il est en train d'aller chercher l'information, il est comme dans un état transitoire. Mais là, il ne veut pas comme juste te faire attendre. Il faut que tu sois capable d'interagir avec la page. Fait qu'il va être capable de te montrer cet état transitoire-là. Puis une fois qu'il y a les informations, là, il peut aller commencer à t'afficher les résultats. On a quand même la partie de recherche. Si je marque Dev, ça me sélectionne seulement certaines vidéos. Sans problème. Je peux aussi, en passant dans les principes d'état, sélectionner les petits cœurs. Puis, ces petits cœurs-là, ils restent par rapport à mon application. Nous, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans le cours, mais si vous voulez pousser encore plus, donc on a React qui existe sur le web, donc qui roule dans tous les navigateurs dignes de ce monde. Puis, on a aussi le principe de React Native. Donc, React Native, c'est une technologie qui est connexe, qui est comme le cousin de React du web, qui me permet d'utiliser le même JavaScript, le même langage, les mêmes termes, mais pour créer des applications mobiles. Donc, Android, iOS. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose que nous, on va aller regarder, mais c'est disponible si vous voulez faire un transfert de connaissances dans le futur. Excellent. Donc, ça, c'est comme les grandes lignes de qu'est-ce que React veut nous donner.
Nous, on va aller voir comment travailler avec React, comment apprendre React. Fait que nous, on va aller voir ici le Learn React. C'est là qu'on va passer la majorité de notre temps dans le cours. Fait qu'aujourd'hui, ben oui, certainement. Oui, exact. Fait qu'on va retourner voir ici. Exactement. Donc, si on fait un petit retour sur qu'est-ce qu'on avait parlé, on disait que nous, on allait travailler sur ces deux niveaux-là dans le cours. La couche de présentation, qui est React, OK? Puis, on avait la couche de logique, que nous, on allait commencer à travailler avec Express.js, qui était faite pour le back-end. OK? Une fois qu'on va avoir vu Express, là, le principe, c'est qu'on va voir que React et les concepts de React et les concepts d'Express ont été mélangés dans des full stack frameworks. Donc, Next.js puis Remix, c'est React plus Express mergés ensemble d'une shot. Comme ça, tu as juste besoin d'avoir une librairie. C'est juste qu'il faut avoir beaucoup de concepts pour se rendre jusque-là. C'est pour ça que nous, on passe en apprenant React en premier, on va apprendre Express, puis là, après ça, on va pouvoir voir comment mixer les deux à l'intérieur d'une seule méga librairie. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. Donc, on retourne voir nous autres dans le React.dev Learn. C'est là que nous, on va passer la première moitié de notre étape ensemble. Aujourd'hui, on va aller dans le principe du Quick Start puis le principe du tutoriel. Donc, encore une fois, je vous ai dit qu'on n'allait pas avoir de documents spécialisés pour le cours. Le but de ce cours-ci, c'est en même temps, en tant que dernier cours que vous allez avoir, de vous initier, de vous préparer, de vous habituer à être capable d'aller regarder de la documentation officielle, de se poser les bonnes questions. Comment est-ce que je fais pour apprendre une nouvelle technologie? Comment est-ce que je fais pour apprivoiser quelque chose? Donc, on va utiliser la documentation officielle qui vient tout juste d'être retapée. Fait que, je veux dire, elle est fresh de quelques semaines pour être capable de bien comprendre ça. Fait que c'est là qu'on va aller regarder, c'est là qu'on va comprendre, c'est là qu'on va aller s'amuser. Fait que la première chose qui est intéressante quand on travaille avec des documentations, c'est que il existe habituellement différents niveaux de documentation. OK? Donc, déjà là, juste dans les onglets qui sont disponibles dans la documentation, OK? Puis il y en a d'autres, mais ils ne sont pas importants. C'est le Community puis Blog qui est en arrière de ma face, puis le Dark Mode. Donc, on a les deux onglets qui représentent les deux niveaux habituels de documentation. Fait que le niveau de documentation que tu ne veux pas aller voir initialement, c'est celui de la référence. Okay? Le but d'une référence, c'est quelqu'un qui sait déjà qu'est-ce qu'il veut, quelqu'un qui sait déjà les concepts, quelqu'un qui sait déjà la majorité des choses, mais qui a oublié ou qui a une information spécifique qu'il désire aller rechercher. Fait que si je m'en vais voir la référence, okay, c'est juste un paquet de stock directement comme mis sans cohésion. Okay? Ça ne me dit pas pourquoi est-ce que j'aurais besoin de strict mode, puis de profiler, puis de input, puis de common div, puis de forward ref. Comme ça fait juste dire voici sont là, voici comment on les utilise. C'est ça. Okay? Donc le principe de la référence, c'est pour quelqu'un qui est déjà en connaissance de cause pour être capable d'aller chercher juste la partie spécifique qu'il a besoin. Okay? Je me souviens plus c'est quoi. Okay, dans mon use effect, okay, c'est quoi mes différents paramètres? J'ai setup puis dependencies qui est optionnel. Okay? Puis je peux aller voir comment il est construit avec lui, il a de l'air de ça. Okay? Je peux aller voir des exemples, je peux aller voir comment les paramètres fonctionnent, mais il n'y a rien de qu'est-ce que c'est supposé de faire. Okay? Il y a des liens vers l'autre partie, en fait. Là. Okay? Mais le principe, c'est qu'habituellement, il va toujours avoir une deuxième section qui va être la section d'apprentissage. La section de « OK, j'ai entendu dire que tu étais cool. Pourquoi est-ce que tu es cool?
Pourquoi est-ce que je voudrais t'utiliser? Puis comment est-ce que je t'utiliserais? C'est quoi les concepts importants? Hein, parce que dans référence, tout est aussi important que n'importe quoi d'autre. Hein, parce que tout est documenté. Mais dans la référence, quand tu regardes, admettons, ceux-là, ben, tu peux pas savoir que use insertion effect puis use imperative handle, c'est jamais utilisé. Puis que use effect, c'est celui que tu utilises toujours. Okay? Tu peux pas le savoir parce que tu n'as pas de contexte sur qu'est-ce que c'est supposé de faire. Le learn, lui, habituellement, ça va être pas mal plus qu'est-ce qui est disponible de ce côté-là. À l'intérieur du learn, il va des fois avoir différentes délinéations, justement, pour s'aider. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment très bien présenté. On a une partie Get Started, où c'est qu'on a un Quick Start puis un tutoriel. Puis en dessous, on a la partie, voici comme un mini-cours pour aller regarder chacun des éléments, chacun des concepts de manière plus en profondeur, plus pour de l'apprentissage à long terme. Fait que, habituellement, c'est toujours bien de commencer avec les Quick Start pour voir c'est quoi les termes, c'est quoi les concepts, c'est quoi les idées qui sont intéressantes. Pour deux raisons. Premièrement, pour te préparer à l'apprentissage, parce que ça va te permettre de... comme là, je vous ai parlé de components tantôt. Si tu ne sais pas c'est quoi, quand ils commencent à en parler, tu es comme, OK, ben, on va faire un component. À quoi ça sert? Pourquoi j'en ai besoin? Donc, ces genres de quick start-là te permettent de voir une espèce d'aperçu des concepts, d'aperçu des mots-clés qui seraient intéressants à savoir pour être capable de continuer. La deuxième raison pourquoi tu veux faire le quick start aussi habituellement, c'est pour voir est-ce que ça répond à ce que tu recherches. Parce qu'il y a aussi un principe de, habituellement, quand tu vas avoir des nouvelles librairies, des nouvelles affaires, tu veux voir, OK, qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas qu'est-ce que je connais déjà plutôt que d'utiliser ce que tu veux me montrer? Donc, habituellement, ça va essayer de montrer très vite puis de vendre sa salade rapidement pour être capable de te hook. Puis là, il y a un jeu de mots ici de React parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle des hooks. Mais on reviendra à ça plus tard avec le Quick Start. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire ensemble. Okay? Puis par faire ensemble, ça veut dire que c'est moi qui le fais puis qui jase en même temps avec vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pourrez le faire après par la suite si vous voulez. Le principe, c'est qu'on n'ira pas dans les détails de qu'est-ce que c'est supposé être, de qu'est-ce que tu es supposé écrire, de c'est quoi les variations possibles qu'on est supposé d'avoir. Ça va être vraiment de voir les concepts fondamentaux, c'est quoi le code, de quoi ça a de l'air, c'est quoi le nom de ces concepts-là, puis après ça, on va pouvoir comme sauter demain dans la partie d'apprentissage de React, puis là, on va aller chercher chacune de ces sections-là, on va toutes les... on va bien les déguster, comme on dit. Fait qu'on va être prête pour commencer le Quick Start, mais avant de faire ça, je vais passer ça d'une pas mal traite, fait qu'on va se prendre une première petite pause. Disons qu'on revient pile à 13h. Non, 15h, ouais. Pour être capable de commencer le Quick Start ensemble. Fait que on se prend une première petite pause. Puis on revient à 15h. À tout de suite. Donc, on est de retour. On va aller regarder le démarrage rapide, le Quick Start de React, qui va nous donner les concepts fondamentaux qu'on va utiliser durant les prochaines semaines. Donc, vous pouvez poser des questions, mais je me réserve totalement le droit en ce moment de dire c'est une excellente question, on se revoit dans 2 semaines parce que c'est là qu'on va parler de ça en long et en large. Donc là, le principe, c'est vraiment les concepts de haut niveau, c'est quoi les termes, qu'est-ce que ça nous permet de faire, le code lui-même, c'est des choses qu'on peut comme avoir une appréciation sommaire, mais sans plus. Fait qu'on va aller regarder c'est quoi les différents concepts, puis ça nous dit, cette page va donner une introduction de 80% des concepts de React que tu utilises de manière journalière. Donc, la première chose, c'est, on a parlé de components.
Donc, on va vouloir être capable de créer des components. Donc, le principe d'un component, c'est une fonction JavaScript qui va avoir un retour qui va être ce qu'on appelle du markup. Okay? Donc, du déclaratif. Qu'est-ce que nous, on pourrait penser comme étant du HTML. Hein? Le HTML, c'est le Hypertext Markup Language, c'est du markup. Donc, des éléments descriptifs. Fait que si on regarde une version comme simple de la chose, on a une fonction, OK, qu'on a appelée, mettons, myButton, puis là, à l'intérieur, je retourne, OK, quelque chose qui est un bouton. Pourquoi est-ce qu'il y a des parenthèses? Pourquoi est-ce que, tu sais, pas grave. On a un principe d'une fonction, on retourne le bouton. Puis une fois que j'ai cette fonction-là de fait, c'est ça qu'on considère comme étant un component que je vais pouvoir utiliser à d'autres endroits pour être capable de gérer, pour être capable de construire mon application. Fait qu'ici, j'ai une fonction qui est l'application. Donc en ce moment, il y a des export default. On va rejaser un petit peu quand on va venir, encore une fois, à la minutie de la création de l'application. Mais si on regarde, ça, c'est une application. Donc l'application, la page, à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a? Elle a donc, il y a le return, ça nous dit qu'est-ce qu'il y a dedans. Il va avoir un div, il va avoir un welcome to my app, puis il va avoir quoi? Il va avoir myButton. Et c'est quoi myButton? Ben là, c'est le component que j'ai utilisé. Donc, le principe, c'est je suis capable de réutiliser ce component-là à plusieurs endroits pour être capable de construire une page plus facilement. OK? Donc, si on regarde qu'est-ce que ça donne, là, ici, en passant, la page qui est, quand on a ici le mini-éditeur, là, OK, on est capable d'avoir quelque chose de complètement interactif. Donc, je peux écrire « Je suis un bouton ». Puis, la page va se mettre à jour. OK? Non seulement ça, mais si vous voulez aussi regarder les exemples de manière plus en profondeur, si tu cliques sur le Python, bon, download, ça va te télécharger le fichier. Si tu reset, ça te remet dans un état qui était l'état initial. Donc, si tu as vraiment fuck up les choses, tu peux cliquer sur reset. Puis, tu as aussi le bouton fork qui va permettre d'avoir un environnement complet là, pour être capable de travailler, OK, puis d'ajouter des fichiers, d'être capable de vraiment avoir le même environnement que tu aurais localement. OK, donc maintenant, le web, c'est tout et c'est rien. Donc, tu es capable de presque construire comme si c'était dans Visual Studio Code. Là. OK, ben en fait, c'est une version de Visual Studio Code qui est dedans. Mais tu es capable de construire, puis là, dire ceci est un bouton. Je suis un bouton. Sauvegarder ça, puis que ça vienne changer la page automatiquement. OK? Donc, on peut voir ici ces éléments-là en action. Donc, toutes les différentes boîtes qui sont disponibles sur le site de React, c'est des boîtes qui sont interactives quand tu as les deux panneaux. Là. Okay? Donc, quand tu as le panneau de texte, quand tu as le panneau de l'app, ici, c'est pas interactif. Parce que c'est juste pour démontrer des choses. Habituellement, ils vont te démontrer comme voici le fichier intéressant, voici ce que ça donne, puis là, tu peux le changer pour voir en temps réel, OK, les modifications que ça va apporter, puis mieux comprendre hein, qu'est-ce que c'est supposé de faire. Fait que, on a ensuite le principe du markup. OK, donc, on a des components qui retournent du markup, hein, qui retournent la description de qu'est-ce que je veux afficher. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ça? Ben, ils ont développé okay, quelque chose qui s'appelle du JSX. Fait que du JSX, c'est sensiblement comme du HTML, mais avec plus de règles. Okay? Parce que le HTML était un petit peu trop lousse, puis n'était pas complètement... était pas capable d'être dans des
des fichiers JavaScript. Parce qu'il y avait des mots réservés dans les deux cas, comme le mot class. Hein, quand tu as un div, tu peux mettre la classe. Mais comme le principe de class c'est quelque chose qui existe aussi en JavaScript. Pardon. Donc, il fallait faire attention, ok? Puis il a fallu comme modifier certaines choses, s'assurer que certaines choses sont non disponibles quand on travaille en JSX, ce qui n'est pas le cas du HTML. Fait qu'il y a des choses comme, il faut absolument fermer toutes ces balises, ok? Donc, on n'a pas le choix, même, mettons, genre une image, il faut que tu ailles image, puis / image, pour être capable que ça fonctionne. Il existe des convertisseurs en ligne d'un à l'autre. Fait que on va aller voir aussi c'est quoi les règles de JSX en temps et lieu, mais pour l'instant, on peut se dire que c'est sensiblement du HTML avec un petit peu plus de règles. Fait que on a ce principe-là, on est maintenant capable de comprendre qu'on a des fonctions qui sont des components. Les fonctions commencent en passant avec toujours une lettre majuscule. C'est comme ça qu'on est capable de comme les différencier de balises normales. À l'intérieur, on est capable d'avoir un retour qui retourne différentes parties de markup. On voit ici qu'il y en a des spéciales, comme on a ici des balises qui semblent vides pour quelconque raison. Donc, on va voir que quand on travaille avec du JSX, on n'a pas le droit de retourner autre qu'une seule balise par an, hein, parce qu'on a parlé du DOM tantôt. Fait que dans le même principe que dans le DOM, hein, on commence toujours avec le HTML, puis il faut que tout descende de lui. Dans les components en React, il faut qu'il y ait un seul parent ultime, puis après ça, tout descende de lui. Fait que des fois, ça se peut qu'on ait un parent qui est comme genre juste un tout seul pour qu'on ait plusieurs balises à l'intérieur sans grosse problématique. On est capable d'ajouter des styles, okay? Donc d'ajouter du CSS, mais là encore une fois, il y a certaines différences peut-être avec le HTML normal. Donc, à la place d'avoir le mot class dans nos propriétés, dans nos tags, dans nos balises, on va devoir utiliser le mot class name. Parce que le mot class est réservé en JavaScript, ça casserait plein de choses. Fait qu'il a fallu renommer ça class name. Là, le principe, c'est que tu lui donnes le nom, puis après ça, dans ton fichier CSS, ben, tu es capable d'avoir différentes propriétés qui viennent avec ça. Qu'est-ce qui est intéressant avec le JSX, comparément au HTML, c'est qu'on va être capable d'avoir une espèce de porte de sortie puis revenir dans le monde du JavaScript. Ce que je veux dire par aller dans le monde du JavaScript, c'est d'être capable d'aller faire des évaluations, d'être capable d'aller exécuter du code, puis que le résultat de ça va être utilisé à l'intérieur de notre markup, à l'intérieur de notre JSX. Fait que j'ai un exemple ici où c'est qu'à l'intérieur d'un component, donc il n'y a pas le reste, il n'y a pas le function, il n'y a pas rien, il y a juste le return, j'ai un H1. Puis là, à l'intérieur du H1, j'ai un objet user quelconque qui a le username. Puis à l'intérieur, je l'ai mis entre accolades, entre éperluettes. De faire ça, ça fait en sorte que ce ne sera pas le texte user.name qui va être affiché, ça va être le contenu de cet élément-là dans l'environnement JavaScript qui va être plugué là comme si c'était une variable. Okay? Ça va être évalué, puis c'est le contenu de l'évaluation qui va être affiché. Fait que ce principe-là d'avoir des accolades pour être capable d'aller chercher des éléments qui sont externes, qui sont dans ton code, ça peut devenir extrêmement intéressant parce que tu peux avoir des éléments qui deviennent variables, qui deviennent d'une sélection, qui viennent d'événements, qui viennent de plein de différentes choses. Fait que ici, on a un exemple où je peux avoir des informations qui sont sauvegardées dans un objet JavaScript. Donc, on a parlé des objets JavaScript qui sont des clés valeurs, OK?
Donc ici, on a le nom, on a une image qui va être utilisée, puis on a la grosseur de l'image. Puis avec ça, je peux me faire un component qui va utiliser le nom. OK? Fait ici, je peux rajouter un point d'exclamation dans les données. Puis ces données-là vont être répercutées dans l'affichage. Ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes quand on commence à travailler avec des environnements, avec des données dynamiques, hein, les réseaux sociaux, des choses comme ça, où c'est que tu peux partir, je vais juste siphonner de mes données, puis là, de ces données-là siphonnées, je suis capable de comme créer un affichage qui est beau, ok, exhaustif, plein d'éléments de fun. Fait que username, on a ici juste la classe pour le CSS. Toi, la source de l'image, ben, c'est quelque chose qu'on avait sauvegardé dans les données de l'utilisateur. Même principe, si dans le style, ok, je peux aller chercher des informations sur la taille et la hauteur. Fait qu'ici, je peux dire, ben, j'aimerais ça juste 60, mettons. Puis ça change la taille et la hauteur directement. Ok, je peux même avoir mis le alt text quand je hover par-dessus avec ma souris. Là, vous ne le voyez pas quand dessus, mais c'est pas grave. Point intéressant, là, juste dire, ici, le style, on voit qu'il y a comme deux accolades, là, mais il n'y a rien de spécial en fait avec ça. Là. Le principe, c'est que c'est un objet JavaScript, hein, puisque c'est un objet avec des accolades avec des clés valeurs. Mais cet objet-là existe à l'intérieur hein, de la partie JSX. Hein, donc, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est que une fois que je suis dans la partie JSX, si je veux comme sortir de là, il faut que j'utilise les accolades. Fait que si pour le style, je veux utiliser une partie de JavaScript normale, j'ai besoin de mettre cette partie-là entre accolades. Mais là, qu'est-ce que je veux mettre entre accolades? C'est un objet, fait que c'est pour ça que j'en ai comme deux. Là. Mais il y en a une qui est pour sortir de l'environnement de JSX, puis l'autre qui est pour désigner un objet. C'est juste qu'on n'a pas assez de symboles en informatique. Avec juste les parenthèses, les crochets carrés, les accolades. Il nous en faudra un autre. Ben oui. Ouais. Oui. Ici, c'est quelque chose qui va nous permettre de spécifier que dans un fichier, c'est l'élément principal qu'on va pouvoir importer dans d'autres fichiers. C'est pas quelque chose qu'on a vu encore, c'est quelque chose qu'on va voir quand on va l'installer React localement, puis qu'on va pouvoir comme aller dans les fichiers, puis comme commencer à nager un peu là-dedans. Si tu es curieux right now, ici, je peux mettre des liens. Donc, lien facultatif pour aujourd'hui. Donc, nous, c'est pas quelque chose qu'on a regardé encore, mais quand on a un projet JavaScript, on va être capable d'avoir plusieurs fichiers qui vont interagir les uns avec les autres. Pour l'instant, nous autres, on avait tout le temps fait juste dans un fichier. Et quand on veut faire interagir plusieurs fichiers et être capable d'importer d'un fichier à un autre des fonctions ou des données, ça va être des mots-clés qui vont devenir importants. Mais pour l'instant, on peut juste se dire c'est l'élément principal de notre application. Ça nous permet de répondre à temporairement à ça. Fait que on est capable d'aller chercher des éléments qui sont évalués de données, puis venir les mettre directement à l'intérieur. Quand même assez intéressant. On a aussi la possibilité, puisqu'on a une bonne partie hein, qui est juste du JavaScript normal, d'avoir tous les éléments structurels du JavaScript dans la construction de l'affichage. Donc, je peux avoir des choses comme des conditionnels. Donc, ici, j'ai un exemple. Encore une fois, ce n'est pas au complet. Il n'y a pas le function, c'est juste le contenu. Là. Donc, j'ai déclaration d'une variable. Puis là, j'ai une
condition qui me dit, ben, si il est logged in, si il s'est connecté, il va recevoir le admin panel. Et sinon, il va recevoir le formulaire de connexion, le login form. Puis là, le principe, c'est que le return, hein, puisque cet élément-là a été juste assigné à une variable, je suis capable de juste faire afficher cette variable-là, puis le contenu va dépendre de ce qui s'est passé avec la conditionnelle. Donc, on est capable d'avoir ce qu'on appelle de l'affichage conditionnel, hein, qui dicte, dépendamment de la situation, dépendamment de l'état, dépendamment de ce qui se passe avec mon programme, ça va faire des choses différentes. On avait vu aussi le principe de l'opérateur ternaire, donc avec le point d'interrogation comme conditionnel. Donc, si j'ai ce if-là, je peux le transformer pour l'avoir directement à l'intérieur de mon return. OK? Donc, à la place d'avoir toute cette partie-là, je peux l'avoir directement à l'intérieur du return. Donc, à la place d'avoir ça, j'ai maintenant ça. Ça vient d'insérer la conditionnelle à l'intérieur. Donc, le principe, c'est qu'est-ce que je retourne? Ben, je regarde is logged in. Si c'est vrai, je mets ça. 2 points. Donc, sinon, je mets ça. Donc, ici, il y a des parenthèses de plus, là, juste pour s'assurer que ça soit les bonnes choses. Là. Mais on a le principe de, on a notre opérateur de point d'interrogation qui me permet de faire un if comme sur une ligne ou de manière plus concise qui remplace l'utilisation de cette conditionnelle-là ici. Là. Parfait, parfait. Puis, encore mieux, OK? On a des outils, puis là, ça l'utilise des propriétés qu'on avait vues la semaine passée, où c'est que si j'utilise le double E, OK, ça me permet de dire est-ce que c'est logged in? Et oui, ça va sortir le admin panel, parce qu'on avait vu, quand on avait été ici, quand on avait regardé nos comparaisons, pas nos comparaisons, mais nos opérateurs logiques. Le principe du et, c'est que si on a plusieurs éléments, puis que tous les éléments sont vrais, ça va retourner le dernier. Fait que là, il y a des manières d'utiliser ça pour comme court-circuiter qu'est-ce qu'on voulait là. OK? Donc ici, le principe, c'est de dire si est logged in, affiche ça, sinon affiche rien. Hein? Donc le principe ici, c'est que ça ici, ça retourne juste admin panel si ça c'est vrai. OK? À cause de quoi? À cause de la manière loufoque que les opérateurs logiques en JavaScript fonctionnent. Alright. On est aussi capable de travailler avec des listes. Donc, on a la première structure de contrôle, les conditionnels. On a aussi la deuxième structure de contrôle avec les listes, avec des for. Mais par contre, on ne utilisera pas directement la boucle for. On va plus utiliser des fonctions qui vont générer les mêmes choses avec des fonctions intégrées. Donc, on va beaucoup utiliser la fonction map des tableaux. OK? Donc, le principe de la fonction map, c'est d'être capable de... je ne sais pas si on a une version au long qui démontre qu'est-ce que je veux dire. Non. Fait que la fonction map nous aide quand on a
un exemple qui ressemble à ça ici. Fait que je voudrais avoir un nouveau tableau. OK? Mais il commence. Ben, ça va plus être lettre, là, mais. Et ce nouveau tableau-là, il commence vide. Et là, je veux avoir de mon tableau initial. OK? Je veux être capable de faire une opération nouvelle qui va être ajoutée puis qui va devenir le nouveau tableau. Fait que, mettons ici, je préfère let new element qui est element x 2. Puis là, je ferai new array push new element. Et quand on a ça, OK, à la fin de ça, là, on a un tableau, OK, qui a pris le premier, puis qui a doublé chacune des valeurs. OK, donc ici, attends, je vais faire new r. Même quand on va voir que c'est new r 2, 8, 18, 32. OK? Fait que cette partie-là, ça l'affiche, c'est ici. Mais quand on a ce genre de problématique-là, là, on veut avoir un nouveau tableau. Le nouveau tableau, ça va être une modification des anciennes valeurs. C'est toujours la même modification. Je peux utiliser la fonction map. Donc, la fonction map, ça va me créer un nouveau tableau avec les résultats d'une fonction qui a été appliquée sur chacun des éléments. Et comment est-ce que ça fonctionne? J'ai mon tableau initial. De mon tableau initial, j'appelle la méthode map. Puis là, ici, qu'est-ce que j'y donne? J'y donne une fonction fléchée. Hein, donc, ici, cette fonction fléchée-là, là, c'est comme si j'avais marqué function, puis là, j'avais dit modif, tu reçois x, puis tu return x fois 2. OK, donc ici, d'écrire ça, ça fait la même chose. J'ai dit, voici une fonction, tu reçois une variable qui va être chacune des valeurs. Puis ce que tu fais avec, c'est que tu le doubles, puis ce double-là va être la nouvelle valeur du nouveau tableau. Donc, le principe, c'est que ça et ça, c'est la même chose. C'est juste que ici, ça c'est en fonction fléchée qui est une expression de fonction. On avait vu la semaine passée. Donc, on a les paramètres d'entrée. Quand il y en a juste un, je n'ai même pas besoin de mettre de parenthèse. J'ai la flèche. Puis quand j'ai juste une instruction qui est le retour, j'ai même pas besoin de mettre d'accolade non plus. Donc, si je regarde le résultat, ben, le résultat du map, c'est le résultat des valeurs doublées. Fait que si je prends ce concept-là, que je suis capable de, à partir d'un tableau initial de données, transformer toutes les données. Donc ici, j'ai un tableau, mettons, de produits avec des titres, des ID. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une liste d'items. Puis je vais utiliser le map. Fait que là, ce que ça va me faire, c'est que ça va me faire un tableau. Mais à la place d'un tableau d'objets, ça va être un tableau de LI. Dans lequel je vais utiliser le nom du produit. Puis ça va me donner en fait une liste de juste ces noms-là, mais à l'intérieur d'un LI. Fait que si on regarde à quoi ça peut ressembler en action cette affaire-là, on a les produits. Avec les produits, j'ai
OK, le map. Et là, je dis, je crée un LI avec ça, où c'est que je vais avoir le titre du produit. Puis là, en plus de ça, juste pour bonne mesure, j'ai décidé que dans le style, j'allais changer la couleur. Puis la couleur allait changer dépendamment de est-ce que c'est un fruit ou pas. Donc si c'est un fruit, ça va être magenta, comme une pomme. Et sinon, ça va être dark green, comme de l'ail. Puis une fois que j'ai cette liste d'items-là, ce tableau-là de LI, je peux directement aller le mettre dans le list item, puis c'est ça qui me donne la liste d'éléments déjà préconfigurée. On peut voir aussi que y a le principe de qui va être utilisé. Donc ça ici, c'est un élément fonctionnel additionnel là, que va falloir faire attention quand on va arriver là. Parce que le principe, c'est que React essaye de juste mettre à jour les choses qui sont importantes. Fait qu'il veut avoir une méthode pour être capable de comme garder en mémoire qu'est-ce qui est important ou pas. Fait qu'on a un principe de clé primaire qui doit être assigné pour qu'il soit capable de garder en ordre qu'est-ce qu'il a besoin de mettre à jour ou pas. Fait qu'on voit que c'est quand même intéressant, là. Il y a plein de choses qui se passent. On continue, on va aller regarder le principe de répondre à des événements. Donc, on est capable, à l'intérieur de nos components, de faire répondre à des événements React. Donc, on a ici un component. Hein, c'est une fonction qui commence avec une lettre majuscule, qui va avoir un return. À l'intérieur, j'ai un bouton. Puis, dans le bouton, j'ai le click me. Le onClick. Comme on avait en HTML. Par contre, ça ne sera pas entre guillemets, puis la fonction n'aura pas de parenthèse. Hein, si on s'en va voir un exemple côte à côte, on retourne voir les DOM events. Chose comme ça. On peut voir ici le onClick qui est tout en minuscule, c'est des guillemets, il y a un appel avec des parenthèses. C'est pas ça ici, là. OK? Donc, c'est différent la manière de gérer l'événement. C'est le même principe, mais la technicalité est un peu différente. Fait que le onClick a un C majuscule, on n'envoie pas l'appel directement, on envoie la référence à la fonction. Puis cette fonction-là va être décrite à côté. Fait que c'est pas un appel direct, c'est une référence à l'appel. On est capable d'avoir des choses dynamiques dans la page en utilisant ce qu'on appelle de l'état. Donc, ce qu'on appelle en anglais le state. Donc, pour être capable d'avoir des variables dynamiques qui ont un apport sur l'affichage. Donc, j'ai cliqué sur lui qui était sur mon favori. J'ai tapé ça dans la boîte de texte. J'ai sélectionné mon nom d'utilisateur dans une liste. Toutes ces informations-là, dynamiques par rapport à l'affichage, vont devoir être sauvegardées dans React avec de l'état. Donc, il y a un principe de state qui va être utilisé. Donc, on va pouvoir importer de la librairie. Encore une fois, le import, on ne l'a pas encore vu. Là, on va voir ça quand on va avoir plusieurs fichiers. Mais on peut importer de la librairie une fonction spéciale. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour des raisons techniques, okay, donc il n'y a pas de bonne raison syntaxique que ce soit comme ça, là, ça ne sera pas juste une variable standard. Il va falloir qu'on utilise cette fonction-là spéciale qui va nous donner deux choses. Ça va nous donner la variable en lecture, donc je peux aller voir c'est quoi le résultat, puis une fonction
qui va me permettre de la mettre à jour. Donc, je n'aurai pas juste une variable que je peux changer comme que je veux pour des raisons techniques, hein, parce qu'on a parlé qu'il y a le DOM, là, il y a le Virtual DOM, que lui était capable d'amasser plusieurs affaires, faire juste des updates. Fait qu'il y a des choses qui se passent derrière les rideaux qui font en sorte que je ne peux pas juste avoir une variable. Fait qu'il faut avoir une variable et une fonction de mise à jour de la valeur. Mais une fois que j'ai ces deux éléments-là, je peux commencer à utiliser la variable en lecture à n'importe quel endroit où c'est que je voudrais avoir le contenu de cette variable-là, de cet état-là, en fait. Puis, je vais pouvoir utiliser à d'autres endroits la fonction de mise à jour pour mettre à jour la valeur. Fait que si je regarde ici, j'ai le principe du bouton avec un count, set count, puis là, quand je clique, le count monte de 1, puis le bouton m'affiche le nombre de count, puis va monter de 1 à chaque fois. Fait que quand je clique, ça augmente. Mais là, il vient de se passer quelque chose d'extrêmement intéressant parce que j'en ai pas un bouton, j'en ai deux. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai cliqué sur le premier, le deuxième ne s'est pas mis à jour. Quand je clique sur le deuxième, le premier ne se met pas à jour. Fait que quand je crée mes components, puis que dans mes components, il y a des états, il y a des éléments qui vont se souvenir d'informations qui ont rapport à l'affichage, ces états-là, ils sont gardés dans le component. Donc, en ce moment, il y a deux boutons, puis il sait que le premier bouton, il a été cliqué 5 fois, puis il sait que le deuxième bouton, il a été cliqué 2 fois. Puis il ne va pas se mélanger entre les deux. Donc, si j'augmente ici, puis après ça, j'augmente là, 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 il est capable de... Il ne va pas se confondre entre les différentes variables à l'intérieur. Et moi, je n'ai pas eu à créer une deuxième variable. Ça l'a juste créé directement, normalement, comme si c'était une création d'un objet puis qu'il y avait des propriétés à l'intérieur. Alright. Fait que, on va voir que cette fonctionnalité-là d'état est fournie par ce qu'on appelle des hooks. Donc, il y a des fonctions qui commencent à faire use quelque chose. OK? Donc, le use state, c'est pour avoir de l'état. Mais il existe une panoplie de différents hooks disponibles. Donc, il va y avoir des hooks pour gérer quand ça load. Il va y avoir des hooks pour gérer le transfert d'informations en différents composants. Il va y avoir des hooks pour gérer la première apparition de ton component. Donc, il y a différentes fonctionnalités spéciales qui travaillent avec les hooks, qui sont comme des fonctionnalités spécialisées. Donc, ils ont certaines restrictions additionnelles qu'on va aller voir en temps et lieu. Fait que là, ici, on a vu qu'on est capable d'avoir de l'état, puis que l'état est capable d'être indépendant d'autres informations. Mais là, la question, c'est comment est-ce que je fais pour être capable d'avoir quelque chose qui n'est pas indépendant? Donc ici, dans mon application, j'ai créé deux boutons, puis quand je mettais à jour le premier se mettait à jour, puis le deuxième, il ne se mettait pas à jour. Mais si je veux pas ça, si je veux avoir quelque chose qui est commun aux deux, ben là, il va falloir faire ce qu'on appelle remonter les données. OK? Donc, il va falloir que ça soit à l'application de faire la gestion de la donnée. Puis l'application va pouvoir envoyer cette information-là aux différents boutons. Puis là, si je clique quelque part dans mon application puis que le compte est mis à jour, ben là, ça va être les deux qui vont être mis à jour en même temps. Donc, pour être capable de travailler avec ça, il va falloir être capable de remonter le principe de j'ai l'utilisation de l'état, ça va être dans l'application, ça ne sera plus dans les boutons. Par contre, si je fais juste enlever ça, les boutons, ils ne sauront plus quoi regarder là, okay? Parce qu'il n'y aura pas de lien direct.
Il va falloir être capable de relier les boutons à ces nouvelles informations-là qui sont dans l'application. Hein, d'être capable de prendre l'information de l'application et être capable de la faire descendre dans les boutons. On va voir que, comme n'importe quel autre tag, comme n'importe quelle autre balise du JSX, du HTML, je vais pouvoir avoir des propriétés. Hein? Donc, je peux avoir des classes, je peux avoir des styles, je peux avoir des href. Ben, quand je vais avoir des components, je vais pouvoir avoir des propriétés qui vont pouvoir envoyer des informations, autant des informations de gestion, autant des informations de fonction, okay, n'importe quelle expression, qui va pouvoir être ensuite utilisée pour être capable de bien gérer les choses. Donc, encore une fois, là, ici, il y a bien du stock qui s'est passé. Là, on va aller le décortiquer en temps et lieu quand on va aller travailler avec les états et les propriétés. Mais on est capable de envoyer de l'information dans mes components, puis que ces informations-là soient utilisées de manière individuelle. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant que l'information est dans l'application et non dans les boutons de manière individuelle, quand je clique sur un ou sur l'autre, les deux sont mis à jour en même temps. Alright. On va être prête à aller regarder le tutoriel qui va nous démontrer vraiment avec bien plus de code, là, okay, chacune de ces étapes-là, puis comme un peu comme comment penser à l'intérieur d'un environnement de React. Mais avant d'aller regarder ça, on va se prendre une deuxième petite pause. Donc, on va revenir à E55 pour revenir regarder le tutoriel de Tic-Tac-Toe. Pause, retour à 15h55. À tout de suite. En partant du début, pour notre tutoriel, il va falloir avoir une espèce de setup initial. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est directement travailler dans l'environnement à côté. Là, on peut cliquer sur le fork qui va nous donner un environnement qui commence avec pas grand-chose. Donc, un bouton qui a X à l'intérieur. En passant, ce qu'on va faire nous autres plus tard, ça ne sera pas nécessairement être dans des environnements extérieurs comme ça, mais on va voir qu'on peut utiliser aussi Visual Studio Code pour être capable de travailler avec. Donc ici, tu peux installer Node.js, ça c'est déjà fait, l'exporter en zip, puis aller l'avoir dans un autre environnement. Donc, on pourrait aussi l'avoir dans un environnement qui est dans Visual Studio Code, puis aller à l'intérieur, puis avoir les mêmes informations avec d'autres éléments autour. Là. Ça, c'est ce qu'on va aller regarder demain. Pour l'instant, on va se garder à juste cet environnement-là très dynamique, très rapide, pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Fait que, ce qui se passe à l'intérieur de ça, on a 3 différentes sections. Donc, on a une première section qui est les différents fichiers qui vont exister dans l'application. Donc, on va avoir un index, un app, un package, un style. On va les revoir en général. Mais nous autres, ce qu'on va avoir, c'est le app.js. Puis, on va avoir le export default qui nous dit, c'est ça comme la partie principale qui va être comme notre application. Donc, en ce moment, ce qu'on a, c'est une fonction square qui retourne un bouton avec du CSS pour Square. Puis là, le principe, c'est que dans notre élément de CSS, on a le Square qui a déjà les bonnes propriétés CSS. Puis à l'intérieur, là, j'ai mis le X. Si je mets un O, ça change le O. Donc, je peux voir ici que j'ai un élément dynamique par rapport à ça.
Je sais pas si je peux le mettre en dessous à la place. Mon... Non. OK. Pardon. Non, moi je veux le browser. Ici? Non? OK. Nevermind. Correct. Fait que on a... Je vais tasser ma fenêtre tantôt. Comme ça. Wouhou! Non, pas comme ça. Yeah. Wow. Comme ça. Comme ça. Comme ça. OK. On va pouvoir voir. OK. OK. Fait que on a notre élément, puis on a notre app.js qui va avoir notre component principal de Square. À l'intérieur, on a notre return, OK? Puis à l'intérieur du return, on a en ce moment notre JSX, OK? Qui est un bouton. Et ici, fait que c'est un bouton, là. Fait que je peux cliquer là-dessus théoriquement, là. OK? Ça fait quelque chose, c'est un bouton. C'est juste qu'en ce moment, il n'y a pas de code rattaché avec. Puis le style CSS fait en sorte que le bouton, OK, est très, très, très mince. C'est comme si ça semblait comme juste un tableau. Mais c'est un bouton. OK? Fait qu'on se souvient que c'est un bouton. À l'intérieur de notre index, il y a des éléments là, qui nous permettent d'aller chercher les informations du app. Ça, c'est plus des choses que nous, on va regarder demain, quand on va regarder comment construire ça de notre de la tête aux pieds. Fait que ici, si j'essaye d'avoir deux boutons, on va voir. On retourne dans notre app. Puis là, je dis mon return, je veux avoir deux boutons, un après l'autre. C'est comme non, je ne peux pas. On voit ici que quand il y a une problématique, il va t'afficher l'erreur dans la page web. OK? Parce qu'il n'a comme pas été capable de construire l'application correctement. Fait que là, il dit hey, t'as pas le droit d'avoir des éléments un à côté de l'autre en JSX. OK? Il faut absolument avoir juste un tag, une balise qui sort de ta fonction de component. Fait qu'on est capable d'utiliser ce qu'on appelle un fragment qui va être une balise vide pour être capable de gérer cette problématique-là. Fait que ici, à la place d'avoir deux, un à côté de l'autre, je vais avoir un fragment. Puis à l'intérieur, là, j'ai les deux à l'intérieur. Pour bonne mesure, pour s'éviter des problématiques de saut de ligne, de gestion automatique de point-virgule, on ajoute des parenthèses toujours au return. Okay? C'est juste une bonne pratique. Ça, théoriquement, ne change rien. Ah, tu vois, là, ici, ce coup-là, il n'est pas capable. Donc, on garde toujours les parenthèses pour s'assurer que tout ce qui est dans le return est bien évalué correctement. OK? Donc, ça me permet d'avoir des éléments qui sont comme sur plusieurs lignes, mais à l'intérieur de juste un accolade. Parce que sinon, si je pourrais aussi faire quelque chose de même. Tu vois, là, ça fonctionne quand même si je n'ai pas les parenthèses. OK? Mais admettons que je mets le return sur l'autre ligne. Là, il est comme, ah non, j'essaie de faire un return avec un point-virgule ici, il a rajouté des choses, puis ça a comme cassé plein d'affaires. Fait que le standard, c'est toujours, avec le return, tu mets des parenthèses, puis là, après ça, tu mets ton JSX. On vient de dire qu'il faut avoir un élément parent
au top. Puis après ça, tu peux avoir autant que tu veux en dessous. Fait que on peut commencer et dire, OK, ben, j'aimerais ça avoir un paquet de différentes lignes. Hein. On veut commencer à faire notre élément de tic-tac-toe. Fait qu'on peut aller chercher des divs déjà préfaites. OK, ou j'ai des board rows. OK, fait que ça, c'est ça qui fait en sorte qu'il y en a juste 3. Puis à l'intérieur, là, j'ai chacun des squares. Puis là, j'ai mis des numéros juste pour qu'on puisse facilement s'y retrouver. Là. OK? Donc, il n'y a pas de raison pourquoi il y a des 1 là-dedans, puis que c'est pas des éléments XO, là, ou que c'est rien, en fait. Là. Hein, c'est juste pour bien démontrer, gars, on est en train de avoir des boutons, on est en train d'avoir des divs pour chacune des lignes. Okay? C'est vraiment juste pour bien présenter l'information. Jusqu'à présent, on a juste un component. Dans le component, il y a un fragment, puis le fragment a 3 divs, qui a 3 boutons, 3 colonnes à l'intérieur. Donc en ce moment, c'est pas très interactif, on est juste en train de construire hein, l'interface. On est juste en train de construire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fait que là, par contre, square, c'est plus nécessairement le bon mot. Parce qu'on n'a plus juste un carré. Là, on est rendu avec notre échiquier, hein, notre board, en fait. Fait qu'on peut le renommer board pour que on soit capable d'aller le chercher. Puis là, pour être capable d'aller le retrouver, ici, ça devrait être correct. Ouais. Juste le renommer, puis ça apparaît, c'était juste une gestion de clarification, puisqu'on n'est plus en train de travailler avec un carré, on est en train de travailler avec un board de différents éléments. Fait que là, ici, il va falloir être capable de savoir okay, sur quelle case je clique. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est d'être capable de dire, puis surtout, là, en ce moment, chacune des cases, hein, ça se peut qu'il va falloir que j'aille du code pour gérer la case, puis que je gère ces informations-là. Fait que j'aimerais savoir la fonction square qui existe quand même, le component square qui existe quand même, mais qui va être utilisé ici. Là. Donc, le bouton qui est de type square, blablabla, je veux qu'il soit réutilisé ici. Fait que là, le principe, c'est que je viens reprendre ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec React, c'est une fois que j'ai un component, je peux prendre le nom du component, okay, comme si c'était une balise. Puis ici, là, le principe d'avoir le slash à la fin, c'est une balise auto-fermante. C'est comme si je l'avais ouvert puis il l'a fermé. Donc ça, puis d'avoir écrit ça fait la même chose. Donc ça et cette ligne-là, c'est comme d'écrire la même chose. Fait que c'est juste plus facile quand j'ai besoin de rien à l'intérieur, de juste écrire ici. Fait que là, ça va bien. J'ai réussi à réutiliser des informations. Mais là, j'ai un petit problème. Parce que c'est tout marqué 1. Hein, parce que, puis là, si je marque 2 là, ils vont tous changer à 2. C'est normal parce qu'ils réutilisent hein, toute la même information. Fait que là, le principe, c'est que j'aimerais ça dire, ben non, toi, t'es le 1, toi, t'es le 2, toi, t'es le 3, toi, t'es le 4, toi, t'es le 5, toi, t'es le 6, toi, t'es... Fait que pour être capable de faire ça, il va falloir utiliser un prochain concept qui va être le principe de props. Donc, le principe de props, c'est qu'on va être capable d'aller chercher de l'information à l'intérieur. Plutôt que d'utiliser de l'information statique, on va se faire passer par des paramètres. Fait que pour être capable de faire ça, on va rajouter ici ce qu'on appelle un prop. On va aller voir c'est quoi cette syntaxe-là quand on va être rendu à aller voir les props plus en détail.
Puis le principe, c'est que je vais pouvoir aller utiliser la valeur à la place. Là, il va y avoir un petit problème. J'ai marqué valeur, là, mais ça marque directement value. Là. Hein? Ça fait peu de sens. Là, ici, c'est pas value, le text value que je veux. Là. Moi, c'est la valeur qu'il va avoir à l'intérieur. Fait qu'on s'était dit qu'à l'intérieur du JSX, on peut avoir notre escape hatch, là, on peut avoir notre porte de sortie en ayant des accolades. Fait que là, le principe, c'est que ça marque le value, mais là, en ce moment, il n'y a rien dedans. Là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien dedans? Ben, j'ai pas spécifié aucune information qui est supposée être le value à aucune autre place. Fait que c'est comme normal qu'il n'est pas capable de gérer quoi que ce soit. Fait que si je veux travailler dans l'autre sens, donc être capable d'envoyer de l'information, donc là, je reçois l'information, j'utilise l'information pour afficher de l'information dans la case. Je peux, pour chacun des appels, envoyer la valeur que je veux. Fait que le prop, c'est une manière d'envoyer de l'information puis d'être capable d'aller la recueillir par la suite. Fait que avec ça, là, je suis revenu avec mon état de tantôt, l'affichage de tantôt, mais j'ai maintenant une version réutilisable de mes carrés. Fait que là, si je veux faire des choses, j'ai juste à le faire ici, puis ça va le faire pour tous les boutons en même temps. C'est super. Fait que là, c'est bien le fun, mais on aimerait ça avoir quelque chose qui est dynamique. Fait que là, le principe, c'est que je vais être capable que quand je clique sur le bouton, il se passe quelque chose. Fait que je peux me faire une fonction qui va être juste utilisable à l'intérieur de Square. Puis, à l'intérieur de mon bouton, je vais mettre ici des parenthèses. Puis, on va venir se faire ça de manière fancy. Comme ça. Fait que ici, j'ai le même bouton, là. OK, j'ai juste descendu verticalement pour que ça soit plus lisible. Donc, on a le class name, ça reste le square. Puis là, j'ai rajouté le onClick. Puis là, j'ai dit que sur le onClick, je vais faire la fonction handleClick. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va juste dire un console log de click. Fait que si je clique sur le bouton, là, il faut que j'aille voir. Et on va clearer les choses. Ah, pardon, la console n'était pas là. C'est pas celle que je veux, c'est celle ici. Fait que on a ici. Je peux-tu clearer celle-là ou. Regarde. Quand je clique, je peux voir ici. Oh, on ne le voit pas parce que c'est en dessous de ma face. Entre les deux. Donc, quand je rafraîchis la page, mettons, et quand je clique, je peux voir, OK, le clicked qui apparaît. Ah. Fait qu'on a maintenant là, puis là, quand c'est marqué 2, puisque c'est le même message qui apparaît 3, 4, 5 à chaque fois que je clique. Fait que là, le principe, c'est que j'ai un console log, ça dit que j'ai clicked. À chaque fois que je clique sur un des boutons, ça dit que j'ai clicked. Merveilleux. Attends, je peux sortir la console de même? Ouais, OK. Fait que je suis capable de cliquer. C'est bien. Là, ici, par contre, il va falloir être capable de gérer. Hein? Parce que là, le principe, c'est qu'on a juste des valeurs directes. Il n'y a pas rien. Moi, ce que je veux, c'est être capable de jouer au tic-tac-toe. Hein? Je vais être capable de mettre des O, des X. Fait que je veux que chacune des cases soit capable de comme, gérer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que, on avait parlé tantôt du principe de l'état. Hein? Le principe du use state. Donc, on va être capable d'utiliser une fonction spéciale
OK, qui va être le use state. Puis, on va être capable à l'intérieur de ça, de commencer à travailler ça. Là, on a un petit problème parce que j'ai value à deux endroits différents. Là. OK? Fait que il n'est pas content de ça. Il va falloir enlever l'ancienne version pour être capable de gérer ça. Puis, on n'a plus besoin d'envoyer les informations parce que là, ici, le principe, c'est qu'on a vu qu'on est capable de faire l'affichage. On a vu que chacun des cases est indépendante. Là. Je ne veux plus mettre des chiffres. Là. Je veux commencer à avoir les X puis les O à l'intérieur. Fait que là, ici, à la place de faire un clicked, ce que je vais dire, c'est la valeur par défaut est à nul, OK, il n'y a rien d'écrit. Mais quand je vais cliquer, hein, fait que j'ai mon bouton, que le handle click, quand je vais cliquer, je vais changer cette valeur-là, puis je vais aller la mettre à X. Puis en changeant cette valeur-là, ça devrait venir changer l'affichage. Fait que là, quand je clique, oh! Je clique, oh! Je clique. Fait que là, ici, je peux voir que je suis capable de cliquer. Quand je clique, ça devient interactif. Ça exécute le code qui me permet de changer comme l'élément courant. Puis je peux voir que là, je suis rendu avec des X partout. Ce n'est pas la chose ultime que je veux. Mais hein, quand on construit des applications, quand on construit des programmes, on fait ça étape par étape, valider que l'étape fonctionne, puis après ça, on peut passer à autre chose. Fait que là, on vient de voir qu'on est capable de partir d'un état où c'est que les choses sont vides, puis d'être capable de changer ça à X. Ça va bien? Fait qu'ici, on a l'exemple directement dedans. Où c'est qu'on est rendu? Qu'est-ce qui est intéressant aussi? C'est quand on travaille avec React, on est capable d'aller regarder avec les React DevTools. Donc, quand on travaille avec des applications React, là, on peut aller chercher des extensions qui me permettent d'aller regarder des informations intéressantes. Donc là, je ne l'ai pas d'installer directement sur Chrome, mais c'est quelque chose d'intéressant à avoir parce que ça me permet de voir chacun des éléments. Puis, quand je sélectionne un des éléments, c'est ma face, je peux aller voir avec cet élément-là qu'il y a un état, puis qu'à ce moment-là, l'état, c'est X. Okay? Les autres, le state est nul parce que c'est ce qui a été seté. Là. Mais celui-là où j'ai cliqué, l'état est X. Puis si j'en clique un autre, et je m'en vais voir, et aussi, l'état il est à X. Puis on peut voir aussi la hiérarchie des choses. Je peux voir que j'ai créé un board, puis le board, lui, a créé un paquet de squares. Donc, ça te permet aussi de voir la hiérarchie de tes différents components pour vraiment avoir le plein contrôle, puis être en pleine connaissance de cause quand tu travailles avec ton environnement. Là, c'est bien, on est capable de mettre des X. Là, la problématique, c'est que chaque carré a comme l'information, mais j'ai pas d'information sur c'est le tour acquis pour savoir si est-ce que je mets un X ou un O à l'intérieur. Puis j'ai pas non plus de connaissance globale de est-ce que je suis proche de gagner ou pas. Fait que là, il va falloir être capable de prendre les informations puis faire comme qu'est-ce qu'on avait vu dans le Quick Start quand on avait jasé de la gestion d'état. Donc là, en ce moment, on est comme ça. Là. Chaque bouton a comme sa propre information. C'est complètement encapsulé à l'intérieur de ce component-là. Fait que là, moi, qu'est-ce que je vais vouloir faire? C'est que je vais vouloir prendre l'information puis remonter ça au niveau de la partie. Là, pour que lui soit conscient de tout puis qu'il puisse aller informer chacune des cases de qu'est-ce qui se passe individuellement. C'est comme ça qu'on va avoir une gestion d'état qui va avoir de l'allure.
Fait que, à place que chacun des carrés sache individuellement qui est quoi, je vais aller dans le board. Puis c'est lui qui va avoir une connaissance de tout. Fait que je me fais un tableau de 9 cases dans lequel c'est lui qui va voir les X et les O sont rendus où. OK? Fait qu'on peut voir ici, on a square puis set squares qui va me permettre de modifier ce tableau-là. Fait que le principe, c'est que le tableau, à n'importe quel moment, là, ce que je veux qu'il va avoir à l'intérieur, c'est soit les valeurs nulles pour dire qu'il n'y a personne qui a encore joué là, ou sinon des X ou des O. OK? Puis le principe, c'est que moi, je vais pouvoir prendre ces données-là, puis être capable de venir les répertorier, les distribuer dans mon affichage. Fait que là, pour être capable d'aller chercher chacune des valeurs de ce tableau-là, puis d'afficher la bonne valeur, je peux revenir un peu en arrière, enlever la gestion individuelle de chacun, revenir avec je reçois une valeur que je vais afficher, puis après ça, d'aller afficher chacune des cases individuellement. Là, le principe, c'est que j'ai un tableau de 9 cases. Le tableau de 9 cases reçoit a les informations de qu'est-ce que je joue en ce moment à mon tic-tac-toe. Mais en ce moment, il est juste vide, fait que mon tic-tac-toe est juste, il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Fait que là, ici, il ne se passe rien quand je clique. C'est normal parce que en ce moment, j'ai enlevé des actions qui venaient avec le changement. Fait que pour être capable de gérer ce changement-là, il va falloir que mon bouton il soit plus intelligent, OK, puis qu'il soit capable de gérer. On va le mettre. Comme ça. Et qu'il soit capable de gérer, encore une fois, la possibilité d'un on-click. Mais là, en ce moment, la fonction là, que je veux exécuter, je ne l'ai pas encore faite. Il va falloir que je la reçoive là, de quelque part. Là. Fait que je me dis, il va falloir que quelqu'un me la donne pour que je sois capable d'exécuter ça. En ce moment, elle n'existe pas, là. OK? Je reçois juste la valeur qui est en ce moment nulle. Puis là, je me dis, j'ai besoin d'avoir une fonction qui va être comme exécutée quand je clique sur mes éléments. Il va falloir que je fasse cette fonction-là. Et que je... Ici, attends, j'ai-tu une petite version qui va me... Non, on va juste la rajouter à chacun. Le principe, c'est que quand je gère, je vais avoir cette fonction-là. Cette fonction-là, je l'envoie dans mon carré. Puis, quand je clique, c'est cette fonction-là qui est activée. Donc là, le principe, c'est un peu bizarre. Quand je recommence, je clique n'importe où. Oh shit. Pas super. On dirait que ça va juste changer. Là, je clique n'importe où. Ça va juste mettre un X dans le premier. Ben là, c'est normal parce que
j'ai créé une copie. Puis là, j'ai été changer la valeur 0 pour mettre un X dedans. Là, la problématique, c'est cette fonction-là a besoin d'avoir comme... Où c'est que j'ai cliqué, là? Okay? Parce que sinon, il ne sait pas quelle case de mon tableau aller changer. Là, en ce moment, j'ai juste fait changer la première, juste pour voir que ça marche. Mais il n'est pas conscient de qu'est-ce que je vais cliquer à quel moment. Fait que pour être capable de gérer ça, on va dire, ben, pas de problème. Hein? Je peux avoir une fonction qui reçoit un paramètre. Puis là, à la place d'aller chercher la case 0, je vais avoir le paramètre. Hein? Oups. Pourquoi je vais être un copier-coller de ça, mais... Alright, comme ça. Puis là, ici, pour être capable d'envoyer cet élément-là, ben là, tout ce que j'ai à faire, c'est être capable de dire, admettons ici, là, handle click. Et le J, ben, ça va être handle click avec 0. Mais là, dès que j'ai changé ça, là, mon programme a planté. OK? Puis là, il y a un élément important qu'il faut faire attention. Les clics, OK? Ce qu'on envoie, ça va être des références, ça ne sera pas des appels. Parce que le principe de l'appel, c'est que c'est fait immédiatement plutôt que quand je clique. Hein, parce qu'on est en JavaScript, c'est directement évalué, fait que ça casse, hein, l'application. Fait que faut faire attention, c'est pas la bonne manière de faire. Il va falloir être capable de créer une référence à une fonction qui appelle la bonne fonction. Là, c'est un peu, on va le revoir quand on va traiter de ces éléments-là, là. Mais on va avoir ici le principe de je vais être capable d'appeler avec la bonne information chacun. Puis là, le principe, c'est que je clique sur le deuxième, ça marche. Si je clique sur le premier, ça marche. Là, si je clique sur les autres, ça ne marche pas parce que je ne les ai pas encore copiés. Mais si on prend ça, on va avoir le handle click de chacun. Fait que j'ai maintenant, OK, la même fonctionnalité que tantôt. On a travaillé beaucoup pour avoir la même chose. Par contre, derrière les rideaux, à la place que ça soit chacun des éléments qui reconnaissent c'est quoi qui est en train de travailler avec, j'ai maintenant une grosse séquence, un tableau qui connaît c'est quoi les différentes valeurs. Puis c'est ça qui est utilisé pour être capable de remplir les cases. OK? Fait que c'est un peu comme un view controller. Là. Il n'y a pas de modèle en tant que tel, là, mais c'est le principe que j'ai une structure de données qui est ma source de vérité. Puis cette structure de données-là va gérer l'affichage. Puis là, je suis capable de contrôler la structure de données qui va avoir une répercussion sur l'affichage. Fait que maintenant, on est capable de cliquer sur les bons endroits. Maintenant qu'on a ce principe-là, on va avoir le principe de c'est à qui le tour. Hein? Donc ici, on peut avoir un deuxième état, un deuxième sauvegarde d'information. OK? X is next. Je le mets à true ou false. Puis là, le principe, c'est que je vais changer ma fonction de gestion. Hein, parce que là, en ce moment, on fait juste tout le temps mettre X. Là, le principe, c'est, ben, si le prochain, c'est X, ça va être X. Sinon, le prochain, ça va être O. Puis là, je vais juste inverser à chaque fois. Fait que juste avec ça, je suis capable d'avoir, OK, une partie de tic-tac-toe. Là, par contre, j'ai une partie de tic-tac-toe manuelle. Hein? Je n'ai pas encore la vision de qui c'est qui gagne à quel moment.
Puis il y a aussi une autre problématique où si je commence à cliquer sur la même case, ça va changer la valeur de cette case-là. Pas super. Fait que je veux être capable de gérer cet élément-là. Donc, ce que je peux faire, c'est juste dire si cette valeur-là existe, fais juste retourner, c'est comme si tu n'avais rien fait. Fait que juste en réparant ça, maintenant, quand je clique, il ne se passe rien. C'est quand même rendu autour du haut parce que à chaque fois que je clique sur une case qui existe déjà, il ne va juste rien se passer. OK, fait qu'on voit ici, là, on commence à avoir pas pire de code, là, de la fonctionnalité, OK, des conditionnels, la gestion de données. Pas mal de stock qui se passe en même temps. Là. Fait que là, on va vouloir être capable de déclarer c'est qui le gagnant. Là, ici, pour se faciliter la vie, on n'ira pas, vous pourrez faire ça dans votre temps par vous-même pour détecter si on a un gagnant ou pas. Mais j'ai ici une fonction qui va être capable de prendre mon tableau puis de détecter automatiquement si j'ai un gagnant ou pas. Fait que je peux me donner ça comme fonction. OK? Donc ici, faire attention, ça c'est une fonction bien normale. Là. OK? Ce n'est pas un component. Elle a une minuscule, puis elle retourne juste une valeur standard. Elle ne retourne pas du JSX comme mes autres components. Donc, faire attention, on peut quand même avoir des fonctions de JavaScript. Ça ne change pas à qu'est-ce que je peux faire. Puis là, une fois que j'avance, première chose, on va dire, ben maintenant, on arrête de jouer, hein, parce que ça ici, ça clique comme si c'était rien. Si j'ai réussi à trouver un gagnant, on arrête. Fait que là, ici, le principe, c'est que maintenant, si il y a quelqu'un qui gagne, je clique, puis il ne se passe plus rien. Parce que mon Calculate Winner m'a donné une réponse, donc quand je clique, ça s'en va nulle part. Puis là, ce qui nous reste à faire, c'est d'avoir le résultat. Fait que pour être capable d'avoir ce résultat-là, je trouve c'est qui le winner. Je me fais un statut, OK, qui est soit je dis c'est qui le gagnant ou je vais dire c'est qui le prochain joueur. Fait que là, ici, j'utilise de l'affichage conditionnel. Puis, ce qui me reste à ajouter, c'est le résultat au début de mon board. Fait que là, ici, quand je fais ça, ça dit le next player, c'est X. On a O, on a X, on a X, on a O, on a X. Puis là, ça dit winner X. En disant qui a gagné. Fait que, on a maintenant l'application complète, puis, tu sais, c'est 70 lignes de code, là. C'est pas la fin du monde, là. Puis il y en a une vingtaine là-dedans que c'est juste un paquet de lignes de rien du tout, là. Fait qu'on a réussi à créer une application complète, un jeu complet de tic-tac-toe à l'intérieur d'une 30-40 lignes de code, là. Okay? Avec de la gestion de tours, de la gestion des informations, de la gestion de la détection du gagnant. Puis, ça c'est fait en 40 minutes. Fait qu'on peut voir ici vraiment la force que React peut nous apporter quand on veut construire des applications qui ont des éléments dynamiques, qui ont des éléments fonctionnels avec des calculs, qui ont des éléments qui me permettent qui doivent être algorithmés, avoir un algorithme derrière de détection, de gestion. Puis, c'est, je ne veux pas dire trivial, mais c'est quand même très concis, c'est très accessible. Donc, une fois qu'on connaît les différentes méthodes, les différentes options qui s'offrent à nous.
On ne fera pas le time travel pour aujourd'hui, parce que là, on va commencer à tomber dans des affaires qui empiètent un peu sur qu'est-ce qu'on va faire demain. Fait que nous, on s'arrêterait ici aujourd'hui avec la fin de notre petit programme de tic-tac-toe. Demain, on va se lancer dans la partie d'installation et de première gestion de components. Fait que là, on va repasser. Là, on a vu tout, mais d'une shot, okay? Sans se poser de questions, sans voir c'est quoi la minutie des choses. Donc, demain, on va voir comment avoir un projet de React de manière locale. Puis après ça, on va regarder comment travailler avec les components, voir c'est quoi toutes les options possibles pour être capable de bien travailler avec cette librairie-là. Fait que pour aujourd'hui, on n'a pas d'exercice, on n'a pas de rien à faire de spécial. Vous pouvez essayer de refaire le tic-tac-toe de votre bord. Si vous voulez, vous pouvez continuer à voir qu'est-ce qui se passe après pour la gestion des événements si vous êtes très curieux. Mais nous autres, on se reverrait demain pour l'installation puis la description des interfaces des components en React. On est bon pour aujourd'hui? Je vous ai pas trop chauffé le cerveau? Juste assez, ouais. On voit la possibilité. Bonne soirée à vous.